Je voulais partager aujourd'hui avec vous un livre absolument passionnant qui est le livre du professeur Elsa Dorlin, Se défendre, une philosophie de la violence. Donc le titre, c'est déjà tout un programme. Et c'est un livre qui permet, au cours duquel elle retrace l'historique des mouvements d'autodéfense qui ont pu être générés et qui ont pu naître de par les souffrances morales et physiques infligées par des groupes qui s'affirmaient comme dominants sur des groupes opprimés. Donc ça rejoint des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur, et notamment la fabrique d'autrui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on identifie quelqu'un comme autre que soi. Donc ça, c'est les conférences et les livres de Toni Morrison notamment, ce sont ses travaux qui en fait permettent d'identifier comment on peut ne pas du tout être empathique avec un être humain, notre être humain, et lui faire subir des souffrances physiques et morales qu'on ne voudrait pas subir soi-même. Tout en gardant à ses propres yeux un semblant d'humanité et en réussissant à le conserver. Donc qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ces extrémités, et quelle peut être la réaction d'un groupe qui est dominé sur la base d'antagonismes qui peuvent être de classe socio-économique, de race, de sexe. Voilà. Donc je vais vous proposer de faire une lecture en quelques points qui me semblent permettre de synthétiser globalement l'esprit de ce livre, qui est extrêmement documenté, très riche et très illustré, notamment d'exemples historiques. Donc tout d'abord, d'où vient la pulsion d'autodéfense, et en fait, qu'est-ce qui génère chez un être cette pulsion justement de pouvoir se défendre soi-même, de souhaiter se défendre soi-même. Quelles sont les modalités de cette autodéfense, et aussi quel est le sens qui est véhiculé par l'autodéfense. Dans ce livre, on retrouve également des éléments qui sont présents dans les conférences de Toni Morrison, par exemple, avec un langage de la justification de la souffrance physique ou morale infligée à autrui. Donc, outre le fait d'identifier chez un groupe d'individus ou chez une personne des caractéristiques différentes, qu'on considère comme différentes de ses propres caractéristiques, et les juger de manière négative pour pouvoir s'identifier en miroir de manière positive et se définir soi-même en tant que groupe ou en tant qu'individu, on retrouve quand même toujours ce besoin de rester humain et de garder son humanité tout en exerçant, tout en torturant autrui, que ce soit moralement ou physiquement. Et donc, je vais vous citer des passages du livre du professeur Elsa Dorlin où on retrouve ce langage de la justification avec de la même manière toujours le faux argumentaire scientifique qui permet aussi de baser sur des fausses bases scientifiques, un faux argumentaire de justification scientifique qui permet également d'expliquer des conduites monstrueuses qu'un groupe de personnes ou une personne peut avoir vis-à-vis d'autrui. Donc elle cite tout d'abord l'interpellation par les agents de police américains de Rodney King, qui finalement n'avait rien fait de très répréhensible, rien de grave, et surtout qui ne constituait pas un danger à l'évidence pour les forces de police qui étaient armées. Donc ainsi, Rodney King, comme tout homme africain-américain interpellé par une police raciste, est reconnu comme agent, mais uniquement comme agent de violence, comme sujet violent à l'exclusion de tout autre domaine d'action. Donc aucune empathie à son égard, et uniquement ce qui est retenu, c'est les éléments qui pourraient faire de lui un sujet de violence et qui pourraient justifier des actes violents à son encontre. De ce point de vue, les réflexes de protection de Rodney King, ses gestes désordonnés pour rester en vie, il bat des mains, titube, tente de se relever, se tient sur ses genoux, ont été qualifiés comme relevant d'un contrôle total de sa part et comme témoignant d'une intention dangereuse.
comme si la violence ne pouvait être que la seule et unique action volontaire d'un corps noir. Donc c'est encore ce langage de la justification qui tente d'expliquer qu'une intention qui est traduite par des gestes en l'occurrence désordonnés de défense serait une intention violente et agressive qui justifierait une réaction de sanction grave vis-à-vis de lui, alors que c'était simplement de la défense vis-à-vis de soi-même. On retrouve également des éléments qui, toujours dans la justification scientifique, Toni Morrison dit que le racisme précède la race, hein, et donc en fait ça va tout à fait dans le sens des éléments scientifiques qui sont cités par le professeur Dorlin pour justifier l'agression du groupe dominant vis-à-vis du groupe dominé. Et donc là en l'occurrence, il n'y a pas d'argumentaire scientifique pour parler de race en fait, c'est la fabrique d'éléments qui sont identifiés comme scientifiques pour identifier la race qui sert d'argumentaire scientifique au racisme. Et c'est dans ce sens-là que ça va. Donc, en l'occurrence là, elle cite donc la logique militaire construit de toutes pièces une rhétorique qui corrobore la hiérarchie des races comme la division sexuelle et raciale du travail impérial. Le postulat de la polygamie, comme de l'oisiveté des hommes qui en découlerait, devient la justification morale de la colonisation, mais aussi la condition de possibilité de la conscription passive contrainte, mais prétendument non forcée, des hommes colonisés. La mission civilisatrice qui vise à imposer les normes et valeurs du patriarcat bourgeois masque mal les intérêts économiques et militaires que représente pour les nations européennes la soldatesque indigène. J'ai encore un autre passage qui illustre ce thème. Donc là, on est plus parmi les suffragettes et on les disqualifie complètement en fait. Et donc le professeur Dorlin identifie comment on peut disqualifier justement le fait que les femmes puissent avoir un esprit critique et donc se positionner en refusant une domination qui leur est imposée. Et donc ça ne peut pas venir d'elle-même forcément. Donc forcément, et donc elle explique que dans ce rapport, il apparaît que l'ancien motif de l'hétéronomie des femmes, une représentation issue de l'anthropologie philosophique antique maintes fois déclinée, qui se traduit dans l'ordre politique par l'idée que les femmes ne peuvent être que possédées et les mouvements féminins qu'infiltrés. Donc finalement, elles ne peuvent pas avoir un esprit critique et donc une vraie réflexion et un positionnement non plus vis-à-vis de rapports de domination qu'elles subiraient. Donc, dans la genèse de l'autodéfense, il y a effectivement les modalités de rendre un corps désarmé, un corps impuissant face aux tortures qu'on va pouvoir lui infliger. Et donc le professeur Dorlin décrit très bien ce qu'elle appelle la fabrique des corps désarmés. Donc comment le fait de désarmer un groupe auquel on inflige un rapport de domination peut permettre de créer un rapport de force déséquilibré. Et donc elle illustre cela. Voilà. Durant toute la période esclavagiste, le désarmement des esclaves se double d'une véritable discipline des corps pour les maintenir sans défense. Le désarmement doit être immédiatement compris comme une mesure de sécurité des populations libres, mais plus fondamentalement, il institue une ligne de partage entre les sujets qui sont propriétaires d'eux-mêmes et sont seuls responsables de leur conservation, et les esclaves qui ne s'appartiennent pas et dont la conservation dépend tout entière du bon vouloir de leur maître. C'est quand même quelque chose de très fort et d'absolument dramatique d'être capable de différencier les êtres qui sont responsables de la conservation de leur corps et ceux qui sont dépossédés de cette conservation. Elle cite également des passages où, même au-delà de ça, le fait de désarmer le corps, il y a des outils de torture qui sont utilisés pour la période coloniale qui permettent effectivement
de renforcer la torture à mesure que le corps essaie de se débattre vis-à-vis de ces outils de torture. Et donc ça, on poursuit dans l'horreur des souffrances infligées à autrui. Donc c'est en fait retourner la défense de soi contre soi-même. J'ai pu citer également des passages. Voilà. On voit ici comment un dispositif de domination entend persécuter les mouvements propres de la vie, cibler ce qu'il y a de plus musculaire dans cet élan. Le moindre geste de défense et de protection, le moindre mouvement de préservation, de conservation de soi, est mis au service de l'anéantissement même du corps. Ce pouvoir qui s'exerce en ciblant la puissance du sujet, celle qui s'exprime dans les éléments de défense de la vie comme de soi-même, constitue ainsi l'autodéfense comme l'expression de la vie corporelle, comme ce qui fait un sujet, comme ce qui fait une vie. Il s'agit de conduire certains sujets à s'anéantir comme sujets, produire des êtres qui, plus ils se défendent, plus ils s'abîment. Et on retrouve également, alors c'est vraiment ubuesque parce qu'en fait il y a même des éléments d'explication de comment de certaines thèses sont utilisées pour justifier le fait que l'autodéfense pourrait encore renforcer chez les personnes qui sont des groupes qui sont soumis au désarmement et à la domination d'un autre groupe, le fait que leur autodéfense pourrait encore renforcer soit l'agressivité et la virulence du châtiment en retour du groupe dominé. Donc ça, c'est un élément supplémentaire de désarmement des groupes qui sont sous influence de domination, sous domination. La question de la contamination de la violence des dominants chez les dominés. L'usage de la violence est alors communément refusé selon deux arguments. Soit au nom d'un effet de mimétisme qui transformerait les dominés en dominants, soit au nom d'un risque d'amplification réactive qui décuplerait la violence des dominants plutôt que de l'arrêter. Et donc, ces thèses-là contribuent en fait au désarmement finalement des groupes qui sont déjà dominés. Ensuite, le sujet de l'armement du peuple, elle traite aussi de ce sujet-là et c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit l'ambivalence entre les nations qui utilisent les citoyens pour défendre la nation et qui finalement se retrouvent avec la problématique d'avoir armé tous les citoyens pour défendre la nation, y compris les groupes qui sont maintenus en étant désarmés dans la vie civile sous domination d'autres groupes. Les droits civiques qui sont inextricablement liés aux devoirs militaires. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu en fait. Les soldats de l'Empire se considèrent comme français noirs mais très français. Ce qui n'empêche pas qu'ils ne jouissent pas des mêmes droits que leurs frères d'armes et soient maintenus dans un état de minorité. Ces fils de la France, comme aime à les appeler l'état-major français, défendent la mère patrie, mais ne bénéficient pas des acquis de la solidarité républicaine qui lie fraternellement le peuple citoyen. Historiquement, la question de l'armement du peuple est prise entre deux grandes traditions. Un modèle globalement anglo-saxon, où la défense de la nation peut être pensée comme l'extension du droit naturel à la défense de sa personne, autrement dit à l'autodéfense, et un second d'inspiration continentale et plus spécifiquement française, qui tente de justifier une répartition différentielle et occasionnelle des ressources défensives des citoyens et où la participation à la défense commune s'est construite comme condition effective d'appartenance à la communauté nationale. Dans cette seconde tradition politique, la défense de la nation vient se substituer à la défense de soi. Dans le contexte de la Révolution française, le droit accordé au peuple masculin de porter des armes ne peut pas être isolé du projet de constitution d'un corps armé républicain. Si l'on est armé, ce n'est pas pour la défense de soi, mais d'abord pour la défense de la patrie. C'est bien compliqué de concilier finalement ces notions-là, c'est complètement inconciliable. On ne peut pas dire un jour
au peuple, vous êtes armés pour défendre la nation, et puis finalement vous êtes désarmés parce qu'en fait, dans les hiérarchies de domination au sein de la vie civile du peuple, il y a certains groupes qui doivent rester désarmés. Alors, je voulais faire une synthèse aussi du point suivant qui est traité dans ce livre. Donc, c'est l'autodéfense comme réaction aux souffrances infligées. Alors, là, on va reprendre un peu le plan chronologique du livre, parce qu'en fait, c'est illustré par des exemples historiques qui sont extrêmement parlants. Alors, tout d'abord, le colonialisme. Alors, en fait, elle recherche une mémoire des luttes dont le corps des dominés constitue la principale archive, les savoirs et cultures syncrétiques de l'autodéfense esclave, les praxis d'autodéfense féministe, les techniques de combat élaborées en Europe de l'Est par les organisations juives contre les pogroms. Parce qu'elle est dépendante de la seule archive des dominants, il demeure difficile de faire l'histoire détaillée de ces pratiques et cultures d'autodéfense serviles. Il n'en reste pas moins que ces danses martiales participent d'un ensemble de formes culturelles oppositionnelles. Et effectivement, on retrouve le fait que la défense de soi étant complètement anéantie par le désarmement et par la violence infligée par les colons aux colonisés, au peuple colonisé, un des moyens qui avait été trouvé pour s'entraîner à l'autodéfense, c'était justement de s'entraîner à des danses. Elle décrit aussi l'horreur du ghetto de Varsovie et la pulsion d'autodéfense qui était complètement désespérée finalement, puisqu'il n'y avait finalement pas de chance de survie. Et comment malgré tout il y a eu cette pulsion d'autodéfense au sein du ghetto de Varsovie et pourquoi. Donc c'était en 1943. Concrètement, l'organisation de l'autodéfense du ghetto a consisté à accumuler des armes, à les cacher et à armer tous les survivants. En septembre 1942, Menachem Kirsenbaum fait passer le message suivant à l'extérieur du ghetto. Nous déclarons la guerre à l'Allemagne. Ce sera la déclaration de guerre la plus désespérée qui ait jamais été faite. Les combattants n'avaient aucune chance, le déséquilibre était démesuré. Dans la situation la plus tragique qui soit, la question de la dignité humaine se traduit par des appels à mourir les armes à la main. L'insurrection du ghetto de Varsovie et sa thanatoétique ont produit une forme d'héroïsme négatif qui s'apparente à un fatalisme, mais révèle la volonté ardente qu'un nous survive à l'horreur et à la néantisation, comme à l'indifférence obscène du monde. Donc c'est là qu'on voit la genèse finalement de l'autodéfense et d'où vient la pulsion d'autodéfense. Elle cite également la lutte des suffragettes, avec la défense de soi au sein des foyers et au sein de la société, puisque finalement les femmes sont agressées aussi bien dans leur foyer parfois, avec tout ce qui peut être violence familiale, intrafamiliale, comme dans la rue, au sein de la société. Et d'autre part, le fait que les suffragettes aient utilisé l'autodéfense pour défendre également leurs convictions et leurs valeurs, puisque ça permettait au sein des manifestations qu'il n'y ait pas de récupération par d'autres groupes. Dans l'histoire constellaire de l'autodéfense moderne, le mouvement des suffragistes anglaises au début du XXe siècle fait figure de référence. Son refus du recours à la loi et son antinationalisme. Dans une certaine mesure, il permet d'identifier un courant du mouvement féministe moderne qui fait du passage à la violence la conséquence logique d'une analyse de l'oppression des femmes et de leur maintien dans la minorité comme étant structurellement le fait de l'État. Passer à la violence, celle de l'action directe et la revendication sans compromission est ainsi inextricablement liée
au constat que la revendication d'une égalité civile et civique ne peut être adressée pacifiquement à l'État, puisque ce dernier est l'instigateur, le principal instigateur des inégalités, qu'il est vain de lui demander justice car il est précisément l'instance première qui institutionnalise l'injustice sociale. Ce qu'il faut retenir de cette expérience pionnière est le fait que l'autodéfense est utilisée comme une technique utile face aux violences multidimensionnelles. Un enseignement visant à transmettre notamment aux femmes des techniques de défense face à des situations où elles se retrouvent seules à seule avec un agresseur dans l'espace public ou dans la sphère domestique. L'autodéfense n'est donc pas un moyen en vue d'une fin, acquérir un statut et une reconnaissance politique. Elle politise les corps sans médiation, sans délégation, sans représentation. Donc une manière de ne pas faire récupérer le combat, les manifestations, les valeurs portées par les suffragettes à l'époque, par d'autres groupes. Un autre point très intéressant du livre du professeur Dorlin, c'est les dérives de l'autodéfense. Donc moi, je relevais plusieurs éléments que je trouvais intéressants à partager. Finalement, quand ça vient, elle a cité des exemples qui en fait se rejoignent un petit peu tous, quand en fait certains citoyens viennent à créer des patrouilles d'autodéfense pour se substituer à l'État. Donc on voit quand même déjà bien une dérive claire, puisqu'en fait ça veut dire que ça disqualifie l'État d'une part, et en plus ça veut aussi dire qu'il s'approprie un droit de justice et de sanctions vis-à-vis d'autres citoyens, ce qui finalement est complètement illégal. Et on voit à quel point finalement la dérive, c'est sous couvert d'autodéfense de ces patrouilles, de ces milices. Sous couvert d'autodéfense, on revient exactement aux mêmes justifications qui permettent de créer des groupes qu'on identifie comme différents de soi sur des caractéristiques négatives et qui permettent dans un deuxième temps d'infliger des souffrances à autrui de manière complètement arbitraire. Et donc, cette autodéfense-là, cette dérive de l'autodéfense, c'est le fait de devenir soi-même un groupe oppresseur et dominant sur la base de violences infligées à autrui, ce qui n'est absolument pas le but à la base, mais qui finalement, elle alerte, en fait le professeur Dorlin alerte sur le fait que par ces modalités-là, on peut arriver, en se faisant justice soi-même, de cette manière-là, à devenir soi-même l'oppresseur. Donc, aux États-Unis, le deuxième amendement garantit aux citoyens le droit de posséder et de porter des armes pour leur propre défense. Le droit individuel et inaliénable de l'autodéfense armée états-unien apparaît dans cette histoire comme la condition de possibilité de mobilisation collective relative à la défense nationale. Le vigilantisme est de fait, donc c'est les vigilants en fait, c'est des patrouilles vigilantes, et de fait l'une des expressions les plus massives de l'histoire des actions directes extra-légales, de l'anti-abolitionnisme comme de la criminalité et du terrorisme raciste américain. Le vigilantisme instaure plutôt une modalité expéditive de judiciarisation du conflit. Celle-ci est fondée sur le rejet de tout principe d'équité, de contradiction et donc de présomption d'innocence. Au nom de la défense d'une minorité, les procès sont à charge puisqu'il n'y a que des coupables en attente d'être punis. Elle décrit également le risque d'évolution vers une société qui vit dans la peur d'autrui. Avec la généralisation de la société civile, dans la société civile israélienne du Krav Maga et de la théorie de la défense offensive, selon laquelle toute bonne défense est en même temps une attaque, c'est à la fois l'esprit et la lettre des techniques d'autodéfense en situation réelle, l'une des bases de la stratégie militaire de l'État d'Israël qui sont élevées au rang de devise nationale. Se diffuse aussi par là une allégorie viriliste et antagonistique de la citoyenneté qui tire du principe même de la défense de soi,
la légitimité de son droit à la violence et à la colonisation. Donc au final, au motif de sécurité, on se retrouve à des extrêmes également de violence et d'agressivité. Donc ces politiques sont très économiques à plus d'un titre, notamment parce qu'elles transfèrent à ces mêmes individus la responsabilité de se défendre et donc d'incorporer des usages de la violence, de devenir des corps défensifs. Cette menace ultime, donc la menace terroriste, qui traduit un attisement généralisé de la peur érigée en vertu, est désormais sous contrôle via la production de politiques qui insécurisent en permanence la société civile en partant des individus plutôt qu'elles ne les protègent et les défendent. Ça, c'est également un risque de dérive de l'autodéfense. Elle cite également d'autres mouvements sous forme de groupements d'autodéfense et des patrouilles d'autodéfense qui finalement aboutissent tous à ce même type de dérive, à savoir à recréer une situation de rapport dominant-dominé. Ce que j'ai trouvé très touchant et très intéressant également, c'est l'approfondissement du sens de l'autodéfense. Qu'est-ce qu'on met dans l'autodéfense? Donc il y a bien sûr la préservation de soi pour avoir la vie sauve quand on subit une agression physique, bien entendu. Mais finalement, ce qui prend le plus d'espace et ce qui est le plus développé, c'est pas cette partie-là. C'est vraiment plutôt l'autodéfense comme affirmation de soi, comme valeur de la vie, comme être humain. Et donc, dans le descriptif qu'elle fait du ghetto de Varsovie, elle parle vraiment d'une guerre pour la valeur de la vie, dans la manière de mourir l'arme au poing. Les armes ont été prises pour défendre sa mort, et à travers l'autodéfense, c'est d'abord et avant tout cette autre modalité de politisation de la vie qui se joue. Il s'agit de préférer le combat au suicide. L'extermination de masse industriellement organisée de millions d'individus, la thanatoéthique pourrait alors être définie comme l'ensemble des pratiques qui investissent la mort comme instance restauratrice des valeurs de la vie. La mort devient alors le moyen par lequel le corps promis au meurtre retrouvera sa propre humanité. Et dans la défense de sa propre humanité, justement, j'ai encore un autre passage à vous lire. Donc en fait, on parle à nouveau de Robert Williams, donc qui est à l'origine du comité de combat contre l'injustice raciale aux États-Unis aux alentours des années 1960. Il préconise de recourir à l'autodéfense de la mesure où il n'y a pas de justice pour les Noirs en Amérique. L'autodéfense est le dernier rempart pour défendre sa vie, ce par quoi les Noirs défendent leur humanité même. Elle cite également l'autodéfense féminine. L'autodéfense n'est donc pas un moyen en vue d'une fin, acquérir un statut et une reconnaissance politique. Elle politise les corps sans médiation, sans délégation, sans représentation. Donc on voit à quel point l'autodéfense en fait a du sens et c'est pas simplement la préservation de son corps et de sa vie. Et pour conclure, l'autodéfense en fait naît de la réaction physique à des agressions qui sont perpétrées par un groupe d'individus qui s'identifient en opposition à un groupe qui est dénigré. Identifier les différences et leur attribuer des qualificatifs péjoratifs, ça aboutit à la stigmatisation et ça permet d'asseoir un rapport de domination qui justifie d'agresser autrui. Les réactions possibles sont l'anéantissement de soi, la dissociation, avec une indifférence vis-à-vis de ce qui arrive au corps et un anéantissement total du soi psychique. Ou alors, c'est justement l'autodéfense, l'affirmation de soi, de son humanité,
avant même sa préservation physique. Voilà, donc les points principaux que je voulais partager avec vous au sujet du livre passionnant du professeur Elsa Dorlin.